Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le grenier des savoirs. Nous recevons aujourd'hui le professeur Ousmane Tandina. Bonjour professeur. Bonjour professeur Singh. Vous êtes littéraire. Votre spécialité, la littérature africaine orale, et vous travaillez surtout sur l'épopée orale au Niger. Par rapport à ma spécialité, je vais rendre grâce et tous mes hommages à certaines célébrités de l'Iché du Celto. Je rends grâce, je rends mes hommages à Feu Djuleleya, à Feu Bougadou, à Feu Sido Issa, etc., qui m'ont enseigné la littérature orale et qui m'ont amené, bien sûr, à embrasser ce genre spécifique qu'est l'épopée orale. Cette spécialité, c'est dû au fait d'abord que toutes mes études ont porté sur la littérature orale, sur le Moyen-Âge. Parce que j'ai beaucoup apprécié ça dans les enseignements qui m'ont été livrés. Et finalement, moi aussi, j'ai décidé de le livrer à mes frères, à mes enfants. Cette spécialité qu'est la littérature orale, je ne l'ai pas commencé seulement dans les années où j'ai eu à faire le doctorat, mais je l'ai commencé depuis la licence. La licence. Ma maîtrise aussi a porté sur la littérature orale et spécifiquement sur un genre de la littérature orale qui est l'épopée, mais l'épopée sud-africaine, ou plutôt l'épopée au centre de l'Afrique, le Mvet. J'ai écrit sur le Mvet et j'ai eu ma mention, bien sûr, à Abidjan, à l'université d'Abidjan, sur le Mvet. Ceci m'a poussé à aller de l'avant et le doctorat sous la houppe de Liliane Kesselo, j'ai eu à travailler sur Issa Korombe, l'épopée d'Issa Korombe, Ouangounia Issa Korombe, pour particulariser effectivement l'homme. Ensuite, j'ai fait une deuxième thèse qui est l'HDR, et l'HDR a porté sur les épopées, les récits épiques au Niger, et particulièrement sur les récits de Diado Sékou qui sont captivants et qui sont beaucoup écoutés par le public nigérien. Voilà ce qui m'a conduit, bien sûr, à cette spécialité, à l'épopée orale. Merci professeur. Et c'est ce que vous enseignez aussi à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Niamey. Oui, ma thèse, je l'ai obtenue en 1984. Et c'est ce que j'enseigne à l'université de Niamey. Pour preuve, aujourd'hui, j'ai parmi les étudiants qui sont ici, je deviens maintenant un collaborateur, un collègue que j'ai eu en 1994 qui est là devant moi et à qui j'ai enseigné l'épopée africaine. L'épopée africaine, comme enseignement, au début, je poussais les étudiants à être curieux. À être curieux, cela veut dire quoi? Ce n'est pas seulement comme on le trouve maintenant, les étudiants, ils se lancent sur ce qui est déjà fait, mais je les poussais à aller chercher dans les villages des épopées inédites, des épopées
orale. Et c'est ainsi que nous avons pu collecter beaucoup de récits épiques nigériens auxquels je m'intéresse particulièrement aujourd'hui. Et c'est vraiment une spécialité pointue parce qu'il n'y a pas beaucoup de spécialistes de cette époque, hein, du Moyen-Âge. C'est vrai, il n'y a pratiquement pas, en tout cas je n'en connais pas. Même pour l'épopée, pour la littérature orale, pour le moment au Niger, nous ne sommes que 3. Je dis pour le moment au Niger, vraiment des spécialistes de littérature orale, nous ne sommes que 3. Il y a Madame Moukeila qui a travaillé sur Zabarka, et Abdou Salam Nyang qui travaille sur les chansons royaux, et moi-même qui travaille sur les épopées africaines. Sinon, il n'y en a pas beaucoup. Les étudiants, nous les avons initiés, mais malheureusement, je ne sais pas si c'est notre travail qui n'a pas été fructueux, mais je suis sûr et certain que c'est plutôt parce que c'est difficile, la littérature orale. Mais c'est plutôt parce que c'est difficile qu'on doit s'aventurer. C'est parce que c'est difficile qu'on doit s'aventurer en littérature orale. Mais bon, les étudiants, ce sont les étudiants. C'est un choix. Ils ont choisi, beaucoup ont choisi la littérature écrite. Beaucoup ont choisi également la littérature orale, mais se sont versés dans les chansons, dans les raps, dans les contes, dans d'autres genres de littérature orale qui n'est pas l'épopée, qui ne sont pas l'épopée. Voilà. Comment alors faire pour amener les étudiants à travailler sur nos propres sources? Oui, c'est regrettable, je dis, mais je pense que ce sont des choix. Mais il faut se dire effectivement que il faut qu'on se ravise. Il faut qu'on revienne à l'ordre normal des choses, parce qu'on ne peut pas continuer à l'école supérieure. Et surtout à un stade où on doit préparer un doctorat, dire qu'on travaille sur la littérature orale et ne pas produire des documents de transcription et de traduction. Mais les étudiants redoutent la traduction. C'est un travail dur, âpre, c'est un travail qu'on ne peut pas faire du jour au lendemain. C'est un travail qui prend du temps et les étudiants sont pressés de prendre du temps. Et pourtant, l'épopée, c'est un genre répandu, le plus populaire, le plus répandu de la société sahélienne. L'épopée a souvent comme base l'histoire. Elle a pour base non seulement l'histoire réelle, mais elle a pour base également l'imaginaire. Elle a pour base effectivement le mythe. Donc une raison de plus pour travailler sur ça, parce que là, ce sont des sources originales. C'est un travail original qu'on doit faire. Il ne s'agit pas de prendre effectivement un travail qui a été déjà fait et refait, mais c'est un travail original, effectivement, qu'on doit faire. C'est pour cela qu'on doit s'intéresser à ça. Il n'y a pas mieux aujourd'hui que de travailler sur sa propre langue, que de travailler sur ses propres langues et de produire, bien sûr, et d'avoir des résultats satisfaisants. Il n'y a pas mieux aujourd'hui que de traduire des hauts faits qui ont eu lieu. Il n'y a pas mieux que de traduire des grandes personnalités qui ont parlé et qui n'ont pas eu le temps de parler pour que tout le monde apprenne à les connaître. Et à partir de la traduction, si nous prenons les hauts faits
nous prenons ces grands hommes qui ont existé et qui n'ont pas pu parler d'une manière internationale. Effectivement, si nous les traduisons, je pense que nous faisons œuvre humaine. C'est très important, on a toujours essayé de faire comprendre ça aux étudiants, mais la littérature orale encore, même si elle est en friche, même si il y a beaucoup de sources, les étudiants n'aiment pas s'aventurer à cause de la transcription et de la traduction qui prennent du temps. Comment on peut comprendre effectivement que aujourd'hui on trouve des docteurs en littérature orale qui n'ont pas traduit, qui n'ont pas transcrit? C'est impossible. Quand moi j'ai trouvé une thèse où il n'y a pas de traduction, où il n'y a pas de transcription d'un docteur, je le trouve nul. Et moi, je ne peux pas laisser des travaux comme ça passer au CAMES. Moi, particulièrement, je dis. Mais je pense que la littérature orale, c'est d'abord la transcription, c'est la traduction. Hein? C'est ce qui donne vie, bien sûr, au récit. Merci. C'est ce que le grand philosophe sénégalais, Souleymane Bachir, disait. Le savoir passe de langue à langue. De langue à langue, c'est par la traduction. Et ça, c'est très, très important. Et c'est ce que vous avez essayé aussi de faire dans le cadre de votre thèse de 3e cycle, qui a été publiée. Donc, consacrée à Wangunia Issa Korombeze. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Wangunia Issa Korombeze est un grand héros, un grand homme, comme je viens de le dire. Il est un grand Zarma, un grand homme Zarma de Koigolo. D'habitude, les épopées commencent par un enfant qui est issu d'une famille riche, un enfant qui est issu d'un père roi, mais malheureusement, notre Wangunia Issa Korombeze, d'abord même le titre de Wangunia, ça ne se donne pas à tout le monde. Nulle part dans le monde, nulle part, je dis, nulle part dans le monde, on trouve ce titre-là. C'est un titre pompeux, Wangunia. Nulle part, l'armée, aucune armée n'a créé un Wangunia. Wangunia n'existe qu'en Zarma. Et qu'on veuille le traduire par mère de la science de la guerre, bien sûr que nous aurons glissé. Mais malheureusement, il faut bien traduire ce terme. On pouvait dire père de la science de la guerre, parce que c'est un homme. Mais on n'a pas dit père de la science de la guerre, on a dit Wangunia, parce que c'est la femme qui procrée. Et Issa a procréé la guerre. Issa, c'est l'homme de la guerre, c'est le combattant. Pourquoi c'est le combattant? Il n'est ni issu d'un père riche, j'ai dit. Il n'est ni prince, mais c'était un homme ordinaire, un Zarma ordinaire qui a vécu à Koigolo et qui est exacerbé par les poussées des Touaregs et des Peuls. Les Zarma étaient totalement exacerbés. Ils n'avaient pas la paix. Les Zarma n'avaient pas la paix. Ils étaient traqués nuit et jour par les Peuls et les Touaregs. On leur prenait leur ravitaillement, on leur prenait tout, et on les empêchait de dormir. Si bien qu'un Zarma ne pouvait pas construire à Koigolo sans faire 2 portes. Une porte par laquelle il rentre et une porte par laquelle il fuit. Donc c'était comme ça que les Zarma vivaient. Au temps d'Issa Korombeze. Issa Korombeze, c'est quelqu'un, il s'est dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut bien qu'il y ait des hommes. Il a essayé de soulever des hommes, mais malheureusement, son soulèvement n'a rien donné. Et finalement, il s'est dit, c'est ça l'épopée.
Et c'est ça la différence entre l'épopée et l'histoire. L'histoire s'arrête aux précisions. L'histoire s'arrête à l'exactitude. Alors que l'épopée dépasse les précisions. L'épopée dépasse l'exactitude. L'épopée commence là où l'histoire termine. Et dans l'épopée, on dit qu'Issa est allé chercher de la magie. Il est allé chercher de la magie parce qu'il sait que seule la magie lui permettra effectivement de se débarrasser de ses peuls et de ses Touaregs insidieux. Alors, il s'est aventuré de Koigoro, il s'est aventuré et il est venu jusqu'à Wanzarbe. À Wanzarbe, il a entendu parler d'une femme au sein unique, un seul sein, qui est une magicienne, qui est presque le prototype, si vous voulez, de la sœur de Sonia Alibert. C'est ce qu'on a appris après dans nos recherches. Elle s'appelle Kassé, et la sœur de Sonia Alibert aussi s'appelle Kassé. C'est déjà un rapprochement. Alors, donc, Issa est venu à Wanzarbe auprès de cette Kassé au sein unique. Mais il ne lui a pas dit pourquoi il est venu se mettre à son service. Il est venu, il s'est mis au service de la femme. Il a travaillé pour la femme. Il a travaillé pour la femme. Il a travaillé pour tous les gens de Wanzarbe. Et finalement, la femme un jour lui dit: Hé, Zarma, pourquoi tu te dévoues tant à moi? Pourquoi tu me fais tout ça? C'est en ce moment qu'Issa Korombe lui dit: je suis venu à toi parce que j'ai entendu que tu es la mère de tous les remèdes, que tu as tous les remèdes possibles. Et je suis venu chercher un seul remède: comment me débarrasser des Touaregs et des peuples qui sont en train de nous envahir, qui sont en train de nous empêcher, qui sont en train de nous agacer. La femme au sein unique lui dit: si tel est ton dévouement, si telle est la raison pour laquelle tu es venu, ça est fini. Tu seras comblé à partir de ce jour-là. La femme au sein unique coucha Issa, alors qu'Issa avait 40 ans. Tenez-vous bien. Elle coucha Issa et lui donna son sein unique à téter. Son sein unique là, personne ne l'a tété 2 fois. Issa a tété 1 fois, il s'endormit. Il a tété 2 fois, il s'endormit. La 3e fois, il a voulu téter la femme enceinte unique. Il lui dit: arrête, personne n'a tété à mon sein la 3 fois. Déjà, tu as tout ce dont tu as besoin. Va. À partir d'aujourd'hui, tu seras le roi du Boboy. Mais une seule condition: quitte Koigolo, qui est ton village natal, viens à Karma, Boboy, pour y régner, pour t'installer. À partir de ce temps-là, qu'il soit Touareg, qu'il soit Peul, qu'il soit d'une autre ethnie, personne n'osera effectivement à t'affronter. C'est ce qui était fait aussi pendant 40 ans. 40 ans pour écouter l'histoire. Issa a décimé tous les Touaregs, tous les Peuls qui sont dans la côte. Et particulièrement, les Touaregs ont fui il y a longtemps et les Peuls y étaient restés. Et les Peuls étaient restés pendant longtemps conquérir Issa Korombe. L'histoire des Peuls, c'est l'histoire de Bini. L'histoire des Peuls a commencé par Ali Henna, et de Ali Henna à Sambo, de Sambo à Boubacar Ludidji, de Boubacar Ludidji à Hassan, Hassan à Tafa, ainsi de suite, et Tafa à Bayero. Donc 40 ans après, c'est Bayero, 40 ans après, tous les gens que j'ai nommés, personne n'a pu vaincre Issa Korombe parmi les peuples. C'est Bayero qui va venir vaincre effectivement Issa Korombe. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première raison, c'est que Issa, c'est le mythe, ou plutôt l'épopée. C'est l'épopée.
La femme unique lui a dit, ne quitte pas Karma. Si tu veux régner, reste à Karma, ne va jamais à Kogolo. C'est 40 ans après, il s'est dit, bon, comme personne ne pouvait le vaincre, il vaut mieux qu'il retourne chez lui, à Kogolo. À Kogolo, il aura la paix encore. Mais malheureusement, c'est une transgression. C'est ce qu'on appelle la transgression. Issa a transgressé le pacte qui a existé entre la femme unique et la femme au sein unique et lui. Deuxième raison, c'était l'invasion blanche, la colonisation. Les colons ont envahi le Sénégal. Alboury Ndiaye a fui et allé vers le Soudan et a emporté tous les peuples avec lui, dont Amadou. Et ils ont continué vers le Niger. Alboury Ndiaye est mort au Niger. Oui. Et pour ceux qui ne savent pas, Alboury Ndiaye est mort au Niger. Et ils sont venus au Niger et c'était le temps de Issa Korombe. Bayero qui est Peul, allié amitié avec les Peuls. C'est comme ça. Le Peul a parlé Peul au Peul. Et les Peuls ont compris ce que le Peul est venu leur dire. Et quand Alboury Ndiaye était venu avec les Amadou Abadou du Soudan, ils étaient venus avec des restes de fusils. Parce que les colons les ont bombardés et ils ont pris quelques fusils. Et des fusils ils sont venus vers le Niger. Alors que le Niger ne connaissait pas en ce moment de fusils. Ou plutôt, Issa Korombe et tout le peuple en ce moment ne guerroyait qu'avec des lances. Il n'y avait pas de fusil. Donc le peuple Bayero, qui est le dernier descendant au moment où Issa Korombe vivait, il a parlé peul à Alboury Ndiaye et Alboury Ndiaye lui a cédé la main. Et ensemble, ils ont combattu Issa Korombe. Et c'est comme cela que 40 ans, Issa Korombe est mort à 85 ans. C'est à 85 ans qu'ils ont pu le battre. Enfin. Et quand il a été battu, la paix est revenue chez les Allemands parce que les Blancs aussi sont venus parce que c'est eux qui pourchassaient les Alboury Ndiaye. Et Alboury Ndiaye, malheureusement, est mort ici au Niger, à Bumba. Donc voilà, en gros, l'histoire de Issa Korombe. Issa Korombe, c'est un homme, c'est Wangunya, un titre qui n'a jamais été donné à qui que ce soit, parce qu'il a fait 40 ans de règne sans que personne ne puisse le vaincre. Merci, c'est très intéressant. Et on sait aussi que cette littérature, c'est à travers les griots, hein, les griots que nous avons toutes ces informations. Et quelle est la fonction des griots dans notre société? Très bien, professeur Seyni, c'est une très belle question. Les griots, c'est eux qui donnent vie au récit oral. Les griots ont le langage. Les griots ont le langage que nous n'avons pas. Les griots, quand ils font leur récit, ils cherchent le langage qui épate le public. Sans les griots, il n'y a pas véritablement d'épopée. Et c'est ça qui fait la différence entre l'épopée et l'histoire également. L'histoire a besoin des attitudes. Ah, telle chose s'est passée en 1900 ans, telle chose s'est passée. L'épopée s'en fout, se moque de ces exactitudes-là. L'épopée, c'est le beau langage qui l'intéresse. Et le griot a pour fonction le beau langage. Vous voyez, les griots n'aiment pas raconter les contes. Si vous voyez, je n'ai pas dit qu'ils ne racontent pas les contes, mais ils ne s'intéressent pas beaucoup aux contes. Ils s'intéressent aux grands récits qu'ils peuvent manipuler, qu'ils peuvent fabriquer pour rendre les hommes plus hauts, pour rendre les hommes plus particuliers, pour rendre les hommes
comme des modèles de référence. Quand un homme n'est pas un modèle de référence, il n'est pas un héros. Il faut que l'homme soit un prototype. Et le prototype, ce n'est pas dire effectivement qu'il est allé à la guerre, mais c'est de dire effectivement ce qui le dépasse. C'est de faire de cet homme un surhomme. Et seul le griot a cette capacité effectivement de le faire. C'est là le rôle du griot. C'est là le rôle du griot, professeur. Oui. Merci. Et là, on voit qu'on a de moins en moins de griots de statut de Djelbaba, Diar Sekou. Et pourquoi il n'y a pas de relève aussi là à ce niveau? Oui, là encore nous le regrettons. C'est dommage, c'est vrai. Aujourd'hui, même s'il y a des griots, même les enfants de griots n'aiment pas se faire appeler des griots. Il faut le dire. C'est la mode. C'est l'émancipation. Parce que aujourd'hui, on est en train de donner au griot un caractère salissant. Alors que le griot, il n'est pas sale. Mais malheureusement, le monde moderne est fait de sorte que même dans nos cérémonies, nous voyons que ceux qui ne sont pas griots sont en train de faire du griotage. Et finalement, ils salissent le rôle du griot. Et c'est pour cela que les vrais griots osent aussi, aujourd'hui de plus en plus, ils se retiennent. Et même ceux qui sont griots de fils et de père se retiennent et ne veulent plus être griots parce que on les a beaucoup salis. Le griot, c'est un noble parmi les nobles en réalité, hein. Même si on pense qu'il n'est pas noble, même si on pense que c'est un homme de caste, mais il a été d'abord un noble avant d'être un homme de caste. Et vous voyez que le griot, surtout le griot du roi, c'est véritablement un roi. Il est plus que le roi. C'est lui qui fait fonctionner le roi. Au cas où le roi a tort, il se met à sa place pour lui dire non. Même quand parce que le roi parle à voix basse, mais le griot, lui, il parle à voix haute. Quand le roi dit ne faites pas ça, ou bien tuez-le, le griot va dire le roi a dit ne le tuez pas. Pourquoi? Il prend le revers de ce que le roi a dit, parce qu'il sait que ce que le roi a dit, ce n'est pas bon. Donc, vous voyez que le griot a un rôle important dans la société. Mais malheureusement, ce rôle-là, de plus en plus, bien sûr. Le griot, c'est lui qui est l'intermédiaire. Le griot, c'est lui qui va faire la guerre. Le griot, c'est lui qui fait cesser la guerre. Le griot, c'est tout pour le roi. Aujourd'hui, vous voyez, bien sûr, le griot a pris une autre connotation, malheureusement. Et même les enfants des griots n'aiment plus se faire appeler les griots. Malheureusement, c'est comme ça. Bon, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, si j'ai bien assimilé. C'est bien. Merci beaucoup. Et maintenant, toutes ces sources, cette tradition orale, comment la collecter, comment la conserver pour les générations futures? Non, moi je conseille tout simplement aux générations futures de s'intéresser à la littérature orale. Je n'ai pas dit qu'il faut faire volte-face à la littérature écrite. Pourquoi pas? Pourquoi? Mais il faut s'intéresser à la littérature orale. Parce que d'abord, je l'ai déjà dit, la littérature orale est encore en friche. C'est l'occasion alors de la remonter. Si vous voulez créer des sujets originaux, si vous voulez créer quelque chose d'original, je crois qu'il faut revenir à la littérature orale. Il reste beaucoup de choses à faire. Si la littérature orale est perdue en France ou dans les pays européens, l'Afrique, jour et nuit, crée de la littérature orale. La littérature orale, aujourd'hui, tous nos baptêmes,
tous nos mariages, toutes nos funérailles, les circoncisions, l'intronisation, tout comporte de la littérature orale. Donc, c'est réellement, on a une matière ici. C'est l'occasion pour vous de faire découvrir cette culture immense et intarissable pour le moment au monde. C'est la culture africaine. Et vous voyez, il n'y a pas un pays qui n'a pas un ministère de la culture, c'est pas pour rien. Mais malheureusement, est-ce qu'il y a tous ces ministères de la culture? Je ne parle pas politique, je ne suis pas politicien. Est-ce que tous ces ministères de la culture parlent réellement de la culture? Point d'interrogation. Alors donc je pense qu'il faut revenir à la littérature orale. La littérature orale est un immense trésor qui a enfui. C'est à vous de le découvrir. Il y a les contes, il y a les fables, il y a les épopées, il y a les légendes, il y a les fables. Il y a beaucoup de genres dans la littérature orale. Ces genres de la littérature orale, quelle que soit la matière, quelle que soit la discipline, on peut les travailler. Que ce soit en sociologie, que ce soit en histoire, on peut approfondir l'histoire avec, que ce soit la géographie même. On peut voir la géographie de tel genre de la littérature orale, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses. Donc, si vous voulez, la littérature orale embrasse toutes les disciplines. Toutes les disciplines se trouvent dans la littérature orale. Donc, à vous de jouer. Si vous voulez trouver réellement des sujets originaux, je pense qu'il faut revenir à la littérature orale. Comme au manuscrit aussi. Voilà ce que j'ai à dire sur ce point. Merci beaucoup. Au passage, je voulais informer qu'il y a des lieux de conservation de la littérature orale ici à Niamey, au Niger. Notamment à l'IRCH, il y a le service des archives orales qui conserve cette littérature orale. Mais il y a aussi CELTO aussi qui joue ce rôle, cette fonction de conservation de cette littérature, mais aussi l'accessibilité et rendre ces sources accessibles aux chercheurs et aux étudiants. Voilà, merci beaucoup, professeur. Oui, je voulais tout juste ajouter, oui. C'est vrai ce que M. Seni dit, parce que moi, en 82, c'était ma maison, l'IRCH, les assises de l'IRCH. À midi, on me trouvait, quelle que soit l'heure, on me trouvait, en 82. Ma thèse, la première thèse, c'est d'Issa Korombé. J'ai puisé plus de 5 récits de Issa Korombé. Mais je n'en ai pris que 2. Parce que dans tous les cas, une thèse, c'est une thèse, il faut bien limiter les choses. Et j'ai pris 2 que j'ai recueillis moi-même. Je suis allé sur le terrain recueillir. Et c'est ça la richesse. Toute personne qui n'est pas allée sur le terrain pour recueillir, transcrire et traduire, je ne pense pas qu'il ait fait de la littérature orale. Et moi aussi, j'ai donné à l'IRCH. Je pense que les travaux que j'ai pu recueillir sont encore là. Je pense bien. Et je viens de dire à M. Seni que j'ai été l'homme le plus ingrat. Parce que de 82, je ne suis revenu encore à l'ISCA en 2002. En 2000 combien 2022. 2022. Donc c'est-à-dire combien d'années? Ça je ne sais pas. Alors, mais vous y êtes. Donc allez-y, revenez. Moi c'est pas parce que je ne reviens pas, mais c'est parce que je vais faire la richesse sur le terrain. Donc venez pour le moment cueillir ce que vous avez déjà comme passif. Merci pour ça, mais vous avez répondu à notre invitation, c'est bien, parce que c'est aussi une reconnaissance à tout ce que l'IRCH
a fait. Et vous avez produit beaucoup d'articles. Hein, vous avez une production scientifique énorme. Et bon, j'ai regardé, parmi ces articles, vous avez travaillé aussi sur les épopées courtoises, notamment de Dia Sékou. Voilà. Oui, j'ai travaillé sur les épopées courtoises. Parce qu'en réalité, quand on regarde les travaux des chercheurs sur les épopées, les chercheurs avec Lilian Kessolo, Bassirou Diang, ont trouvé 4 types d'épopées. L'épopée royale, où le roi est le héros. L'épopée corporative, où un chasseur est le héros. Donc, il abat l'animal qui gêne, il devient un héros. L'épopée religieuse, où un chef religieux est le héros, il étend sa religion, tel que l'Hajj Omar. Et l'épopée clanique, 4e type d'épopée, tel que Zabarkan, où l'ancêtre est un ancêtre mythique. L'ancêtre est un ancêtre mythique. Parce que Zabarkan, l'ancêtre des Armands, on dit qu'il est né à la Mecque et il est co-religionnaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui qui a donné des enfants et les enfants sont venus jusqu'au Niger. Je ne rentre pas dans les détails, sauf si vous le voulez. Donc voilà les 4 types d'épopées que les chercheurs ont trouvés. Moi, dans ma fouille, parce que c'est ça la recherche, j'ai trouvé au Niger un type d'épopée qui ne fait pas partie des 4 là. Et j'ai appelé mon professeur, Lilian Kessolo. Je ne sais pas si vous la connaissez aujourd'hui, mais avant, on ne pouvait pas parler de Lilian Kessolo, même à un élève de 3e sans qu'il l'ait connu. Et c'est l'épopée courtoise. Ce n'est pas parce que cette épopée courtoise manquait, mais dans la classification, on a manqué de le mettre, ou on a essayé de mettre ça dans les autres types. Moi, j'ai trouvé que l'épopée courtoise, il faut l'enlever des autres types. Parce que l'épopée courtoise, c'est la femme qui est maîtresse du jeu. Ce n'est plus l'homme, c'est la femme. Lopo Django, si vous voyez, effectivement, c'est la femme ici. Lopo Django, c'est quelqu'un qui demande à ne être marié par un roi que si le roi se déplace pour venir avec toute sa tribu, pour venir à elle. Ou le Bodjango, c'est la femme qui demande au roi, il faut tuer le premier Habanaye de ta première femme pour moi. Et l'homme le fait. Habanaye, c'est la première vache. C'est la vache, la favorite que la première dame donne à son mari pour le mariage. Donc vous voyez que cette femme-là a une personnalité, c'est elle qui attire le roi. Elle fait œuvre d'une princesse. Ce n'est pas seulement Fatoumata Bidani. Fatoumata Bidani, dans les œuvres de Dia Sékou. Vous voyez, c'est elle qui va guerroyer presque toute la région. Tout simplement parce que il y a un roi de ça qui était là et qui régnait en maître. Et son chien, personne ne pouvait même toucher à son chien, à plus forte raison à lui. Mais Fatoumata Bidani, sidérée, fit appel à tous les rois de ce temps. Les rois vont refuser. Et elle va faire appel à Ahmadiyya le Pâté. Ahmadiyya le Pâté va exaucer son vœu en allant contre le roi de ça, qui est craint par tous les rois.
Donc, de telles épopées existent, où la femme est caractérielle, la femme, elle est le symbole. Si nous regardons Lobo-Soga, Sambo-Soga, là également, vous voyez comment Lobo va dominer la scène et se marier à celle qu'elle veut, dans une société complètement arriérée. Donc là, dans l'épopée courtoise, c'est la femme qui fait venir l'homme, qui fait agenouiller l'homme, qui fait ramper l'homme. C'est elle qui est l'héroïne. Donc, ce genre d'épopée existe chez nous. Et c'est ce que j'appelle le plus souvent l'épopée courtoise. Et j'ai fouillé plus loin. On est allé dans les épopées européennes. On a trouvé les mêmes caractéristiques parfois. Hein? On a trouvé les mêmes caractéristiques. Et on a trouvé des épopées courtoises. Finalement, les gens se sont donné raison. Ils ont dit il faut classer l'épopée courtoise comme dans le classement. Et c'est ce qu'on appelle l'épopée courtoise. Là où la femme domine, là où la femme est reine, là où la femme fait ployer l'homme à sa guise, rien que par ses atouts esthétiques, ses atouts féminins. Voilà. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Et est-ce que il y a un corpus qui regroupe ces récits épiques? Malheureusement, je vous ai dit que j'ai découvert ça quand je faisais ma thèse de HDR. J'ai commencé, c'est dans ma perspective, j'ai commencé à rassembler des corpus. C'est pour ça que je vous ai parlé de Lobo, de Fatoumata Bidani, de Lobo Djongo, ainsi de suite. Donc, ça peut déjà constituer un bon corpus qu'on peut montrer au monde, ou montrer qu'il y a des épopées courtoises. Surtout que dans les épopées européennes aussi, on en trouve. Bon. Il peut y avoir un corpus. Ou plutôt, on peut dresser un corpus. Parce que c'est un type d'épopée que nous venons de découvrir, mais sur lequel nous venons de mettre le doigt. Et donc, il y a eu un de vos articles qui parle de femmes et pouvoir dans l'épopée nigérienne. Ça a un rapport avec... Absolument, ça a un rapport avec l'épopée courtoise. Là où les femmes montrent effectivement leur velléité, leur courage, leur hardiesse. Et il y a même une épopée, j'ai oublié, Mamoudou Diawondo, dans laquelle les griots ont décidé de faire un air de musique à toute personne qui aurait sauté un trou dans lequel ils ont planté des lances empoisonnées. Donc celui qui saute, il vient, il trouve le trou, il voit qu'il ne peut pas sauter, et tout homme se retire. Donc personne ne pouvait avoir cet air musical. Et l'air musical est très important pour le héros. Tout héros qui n'a pas un air musical, l'air musical c'est le chant par lequel on vante le héros. Tout homme qui n'a pas ça n'est pas un héros. Tout homme vient, il voit le trou, il se retourne. Il y a une femme qui vient et qui se moque de tous ces hommes. Elle vient d'un trait, elle saute le trou. Elle saute le trou et elle va de l'autre côté. Et elle se moque des hommes. Maintenant, pour réhabiliter les hommes, elle dit tout homme qui aurait passé une semaine sans boire ni manger, je l'épouserai. Chaque homme qui vient, tu fais 3 jours, 2 jours, 3 jours, tu abdiques, tu t'en vas. Chaque homme qui vient, tu viens 2 jours, 3 jours, tu t'en vas. Et finalement, il y a un homme qui quitte l'étranger qui s'appelle Mamoudou Diawondo. Il vient, il fait une semaine sans manger, sans boire,
Ce n'est pas du jeûne, parce que le jeûne, au moins, on boit après. Une semaine sans manger, sans boire. Mais, comme c'est un étranger, alors les gens du village vont voir la surveillante et demandent à la surveillante de mentir, de dire que cet homme-là a bu du lait, a bu le lait. Parce qu'il y a le lait devant toi, il y a la natte devant toi, il y a l'eau devant toi, il y a à manger devant toi, mais tu n'oses les prendre. Et la femme a dit, ah non, Mahmoud Yawanda a bu du lait. Pour ne pas gagner, parce qu'il est étranger. Et finalement, l'homme prend un couteau devant Fatoumata, il se déchire le ventre, et rien ne sort. Rien ne sort. Pas une goutte d'eau, pas une goutte de lait. Cela veut dire que il n'a jamais bu du lait, il n'a jamais, et qu'on a menti. La femme se mit à pleurer. Elle se mit à pleurer. Et elle dit, bon, une deuxième épreuve pour les hommes qui veulent d'elle, c'est toujours rester sans manger et boire. Parce que cette deuxième épreuve, ce n'est pas ça seulement, c'est l'homme qui va la supporter ses pleurs. Elle va toujours continuer à pleurer. L'homme va la marier, mais il va supporter ses pleurs. Tout homme qui vient, 2 jours, 3 jours, tu vois, la femme ne se tait pas, tu t'en vas. Mais il y a un homme qui est là, calme. Il a supporté les pleurs pendant 1 semaine. Ils ont décidé de se marier. La femme se marie, l'homme se marie. Ils ont décidé de s'unir. Ils ont consommé le mariage. Et après, ils ont mis le feu à la case. Et ils sont restés là-dedans. L'homme est en train de jouer le molo, la guitare. Il voit la case brûler. Il est resté avec la femme dans la case. Ils sont en train de brûler et l'homme joue le molo. Moi, ce type d'épopée que les femmes mènent, ce sont des épopées viables. Ce ne sont pas les épopées où il y a des combats. Attention, quand on dit l'épopée, c'est le combat. Le combat, ça veut dire plusieurs choses. Le combat, c'est le corps à corps. Le combat, c'est la parole. Le combat, c'est l'élimination de l'autre par un moyen. Ce n'est pas obligatoirement par des coups de poing. Par un moyen. Et la femme gagne toujours. Et c'est ça le héros. Merci, très très intéressant. Il y a, il y a aussi des pratiques langagières comme les proverbes. Les proverbes. Je sais que il y a de ceux qu'on fait référence dans ces récits. Quelle est la place des proverbes dans nos langues? Professeur Seni, je vous ai dit que c'est ça le fort du griot. Le fort du griot, c'est la pratique de la langue. Ouais. Et la langue ne peut être bonne, de qualité, que quand il y a des proverbes, quand il y a des sentences, quand il y a des énigmes, quand il y a ceci, cela, tout ce qui rend merveilleux le langage. Et c'est ça le propre de l'épopée. L'épopée, ce n'est pas l'histoire seulement. L'histoire, c'est le contenu. Mais l'épopée, c'est toujours la forme aussi. La forme, c'est le langage. Il n'y a pas d'épopée sans contenu et sans beau langage. Ce n'est pas le contenu seulement qui fait l'épopée, mais c'est le beau langage. Le beau langage est constitué de tout. De tout. De tout ce qui peut donner force au langage. Que ce soit le proverbe, que ce soit la sentence, que ce soit l'énigme, que ce soit le mythe, que ce soit l'histoire, que ce soit la géographie, tout. L'épopée a tout. L'épopée a toutes les variables. Et c'est ça la force de l'épopée. C'est ce qu'on appelle la forme de l'épopée. Une épopée qui a un contenu seulement est vide. Ça revient à la légende. Mais une épopée qui a non seulement un contenu et une forme,
c'est en ce moment qu'elle devient une véritable épopée. Et c'est ça la différence aussi entre légende et épopée. La légende est dépouillée, alors que l'épopée est garnie. Merci beaucoup. Et le théâtre? Très bien. Ça fait partie également de l'épopée. Attention, quand je dis ça fait partie de l'épopée, je voudrais dire que ça fait partie de l'épique. Parce qu'il ne faut pas confondre l'épique et l'épopée. L'épique, c'est tout ce qui utilise l'épopée. Le sport est épique. Ah, le MENA a bien joué. Il a fouetté l'équipe de France par 4-0. Mais c'est épique. Le sport, la lutte, on peut assister à une lutte épique. C'est comme ça qu'on va assister aussi à un théâtre épique. Si on regarde Prométhée enchaîné, on voit bien effectivement que c'est un théâtre purement épique. Si on regarde effectivement tous les théâtres d'Échille, de Sophocle, effectivement on voit que ce sont des théâtres purement épiques. Donc je vous ai dit que l'épopée a toutes les constituants, que ce soit les théâtres, que ce soit la géographie, que ce soit l'histoire, que ce soit la sociologie, l'épopée constitue, tout est dans l'épopée. C'est un genre littéraire complet. Voilà. Merci beaucoup. Et maintenant, votre dernier mot? Bon, mon dernier mot, c'est plutôt d'encourager nos étudiants à embrasser ce vide. Je n'ai pas dit que nous allons raccrocher, mais enseigner pendant 42 ans à l'université, je crois que ce n'est pas tout le monde qui a eu cette chance-là. J'ai eu cette chance. J'ai commencé à enseigner en 84 à l'université, ce qui veut dire, moi, si j'ai 40 ans, si je n'ai pas dépassé. Sans compter le nombre d'années que j'ai eu à enseigner au lycée, à l'école normale. Ça, rien qu'à l'université, j'ai au moins 40 ans, sans compter ceci. Donc, je pense que je n'ai pas dit que nous sommes finis. Hein. On ne finit jamais tant qu'on n'est pas parti. Mais il faut encourager quand même les jeunes. Il faut leur dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. J'espère qu'ils vont me comprendre. Ils vont continuer la voie que Dieu a tracée, que nous avons suivie. Et j'espère qu'ils vont suivre cette voie-là. Aux chercheurs, il faut aussi encourager les étudiants. Je pense qu'il faut les encourager. Regardez de la création de l'université aujourd'hui, qu'on dise que cette université, que l'université du Niger, dans sa totalité, n'a que 3 spécialistes oralistes. Ah, je pense que c'est peu. C'est vraiment peu. Donc, aux chercheurs, surtout les comparatistes. Les comparatistes là, écoutez, ce que vous, comparaison, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des comparaisons en littérature orale. On est comparatiste aussi. Donc on ne peut pas être comparatiste et rester seulement dans la littérature écrite. Donc les comparatistes aussi, venez nous joindre et faites flamber la littérature orale. C'est ce que je pourrais vous dire. Je souhaite que Dieu nous entende. Nos pionniers qui sont les Dieux de Leia, les Boubagadou sont partis. On les a remplacés. Nous aussi, on cherche des remplaçants, entrepreneurs. Parce que la littérature orale, on ne peut pas l'épuiser. Ah, je ne terminerai pas, bien sûr, sans dire merci à mon ami Amidou, qui était aux archives,
Et merci aussi à Professeur Seni qui a initié le grenier du savoir. Vraiment. C'est une bonne initiative. Continuer, c'est ce qu'on veut. C'est comme ça que notre culture va se répandre. Okay. Merci beaucoup. Si vous permettez, je voudrais dédier cette émission à une collègue, professeure Florence Piron, prof à l'Université de Laval, Québec, au Canada, décédée l'année dernière. Et donc, Florence Piron a créé une maison d'édition appelée Bien commun. Et dans ses critères, elle a toujours demandé les propositions de manuscrits venus d'Afrique que le livre, l'ouvrage soit qui est un résumé traduit dans une des langues africaines. Sans quoi, elle ne prend pas l'ouvrage. Je vous remercie à toutes et à tous. Et nous nous donnons rendez-vous pour un nouveau entretien dans le grenier des savoirs. Merci à tous. Merci, professeur Seni. Merci, professeur.